Oui, je vais faire l'ouverture politique de cette université d'automne, mais aussi avec mes camarades du bureau, puisque après mon intervention, vous entendrez celle de Jean-Michel Toulouse sur la question sur la démocratie, Patrick Serre sur la question sociale, la mobilisation sociale, ou à l'inverse s'il préfère, et puis Joël sur la question internationale. Alors ce sont des aperçus puisque ces questions vont être largement traitées dans ces 2 journées, d'une part à travers l'angle de l'emprise, comment nous sommes sous contrôle permanent, sous influence, et quelquefois certains sont quasiment en séance d'hypnose pour être bien confinés dans l'ordre des choses. Et puis, nous portons depuis très longtemps un regard différent. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est toujours possible de se libérer, même si c'est compliqué, même si nous sommes pas très nombreux en tant que force organisée à vouloir cette libération, mais nous savons que dans la société française, de nombreux citoyens aspirent à cette libération. Donc, j'ai écrit quelque chose, puisque maintenant nous allons être enregistrés, n'est-ce pas? Donc, pour éviter de faire des E et des I et des commentaires, c'est écrit. Alors, je commencerai par dire que nous étions à Calais en 2018 pour notre université d'automne. Et je vais vous lire juste un aperçu du programme qui avait été établi pour cette université d'automne. Juste l'introduction. Que faire face à la contre-révolution néolibérale menée au pas de charge par Macron? Faire face, c'est identifier l'adversaire, c'est dénoncer sa stratégie, c'est construire les conditions pour le frapper ensemble. Or, malgré le rejet majoritaire de Macron et de sa politique, aucune alternative politique crédible ne semble émerger. Pourquoi? Nous sommes donc en 2018. Pendant 3 jours, nous échangerons sur la démocratie, le rôle de l'État, la souveraineté, la Constitution, les politiques néfastes de l'Union européenne, les effets morbides des traités de libre-échange. Nous ferons le bilan des luttes sociales récentes et examinerons les enjeux des combats qui nous attendent. Nous débattrons sur la construction d'alternatives crédibles au service des classes dominées pour mettre à bas le néolibéralisme. On aurait pu faire une espèce de copier-coller pour cette année, tant la situation reste la même, mais en plus grave. À cette époque-là, dans cette université d'automne, nous avions des invités, des camarades italiens et espagnols notamment, qui faisaient partie, qui font partie de la coordination européenne pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et du néolibéralisme. Calais, c'est le Pas-de-Calais, c'est aussi le terrain sur lequel nous avons arpenté des rues et des places pour les 2 campagnes législatives, une que nous avons menée avec le PRCF et puis une que nous avons menée en 2017 seule, en tant que Pardem, dans le bassin minier face au Rassemblement national. Le Pas-de-Calais, c'est le lieu où s'est exprimé et continue à s'exprimer d'une manière la plus cruelle et la plus dure la désindustrialisation, le chômage, l'abandon d'un territoire et je dirais même sa livraison au Front National, puis maintenant au Rassemblement national. Le Pas-de-Calais, tant critiqué, la population
du Pas-de-Calais, tant critiqué au départ par la gauche, mais qui a largement abandonné la population du Pas-de-Calais. C'est pour ça que nous avions choisi à l'époque non seulement de faire notre université d'automne en 2018 à Calais, mais aussi pour présenter des candidats aux législatives dans le bassin minier, puisque nous ne voulions pas que le Front National reste seul à porter, à l'époque, la sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Voilà. Mais depuis lors, nous n'avons jamais changé de cap. Nous sommes tous toujours pour l'indépendance de la France, la souveraineté nationale et populaire, et la construction d'un programme de jours heureux. Mais aujourd'hui, plus que jamais, atteindre l'objectif est vital. Et le combat doit se mener sur tous les fronts. Contre la guerre, contre la mondialisation néolibérale, contre les gouvernements vénérant capital et libre-échange, servant de prostituées à l'Union européenne, et puis, évidemment, le combat contre l'austérité et la dégradation des conditions de travail et de vie de l'ensemble de nos, d'une énorme majorité de nos concitoyens. Nous sommes presque 20 ans après le non victorieux au traité constitutionnel qui a été balayé par le coup d'État parlementaire du Congrès en 2008, qui a adopté à ce moment-là le traité de Lisbonne et l'a introduit dans notre Constitution. Les effets de la tutelle supranationale sont de plus en plus ravageurs pour la nation et pour le peuple. Les travailleurs comme les chômeurs, les ouvriers comme les salariés du tertiaire et les agents du service public. La démocratie est bafouée. On aurait pu mettre un point, on peut mettre un point d'interrogation aussi. Bof. Finalement, pourquoi pas? Le peuple français est capricieux, il ne vote pas encore tout à fait comme il le devrait. Non seulement il avait voté non au traité constitutionnel européen, mais c'est pas suffisant de lui enlever sa souveraineté à ce moment-là. On peut faire bis repetita et on peut faire mieux. On peut le laisser voter tout ce qu'il veut et mettre en œuvre exactement le contraire de ce qu'il a dit par sa voix. Et l'arme fatale de la Ve République est toujours à portée de main. Elle a été utilisée 18 fois par la clique macronienne et consorts, et on ne peut que craindre qu'elle soit à nouveau dégainée pour l'adoption du budget 2025. Le peu de présence sur les bancs de l'Assemblée des macronistes et de ses alliés gouvernementaux ne font absolument pas espérer autre chose. Et puis, il y a aussi le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce que vous savez maintenant que la sécurité sociale, qui est quand même un outil des travailleurs, normalement financé avec les cotisations, à la fois les cotisations des salariés et les cotisations patronales. On n'a pas le temps de rappeler ici que les cotisations patronales ont été largement allégées par le gouvernement de Macron, pas seulement par lui. Cette sécurité sociale, on nous l'a enlevée, elle est passée dans les mains de l'État, et les députés, au nom de quoi, on se demande, décident du budget de la sécurité sociale, alors même que c'est l'argent des travailleurs. Donc, une fois ceci rappelé, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, donc c'est toujours utile de le rappeler. Le PLFSS, on pourrait avoir un peu d'espoir, puisque les députés du nouveau Front populaire ont déposé de nombreux amendements et ont même réussi à les faire voter, mais il ne faut pas complètement rêver à une conclusion heureuse. On peut avoir un petit spasme de joie quand on entend que tel amendement a été voté et tout ça. Mais si on prend un tout petit peu de recul, on regarde et on voit quoi? On voit qu'il n'y a personne
Il n'y a personne à l'Assemblée. Quand on regarde le nombre de votants, on voit qu'il y a très peu de votants. Et on voit que tous ceux qui finalement sont contre ces amendements, c'est-à-dire ont une vision différente, les macronistes, la droite, eh bien, ils sont absents. Sont-ils absents parce qu'ils vont faire du tricot ou boire un coup avec Bébert? Pas tout à fait. Je pense qu'ils attendent tranquillement, ils n'ont pas de temps à perdre, le passage par le 49.3. Et voilà, donc pourquoi perdre son temps? Donc c'est pas la peine de trop rêver. Et ceux qui ont beaucoup frétillé de bonheur à voir les amendements du nouveau Front populaire être adoptés doivent commencer à se refroidir un petit peu, parce que sinon ils vont avoir un choc thermique terrible. Parce que ni l'Union européenne ni le gouvernement ne vont laisser faire. Dans les deux cas, on subira à la fois un rapt de démocratie institutionnelle, puisque avec un 49.3, et un durcissement terrible des conditions de vie, de travail et de santé pour les citoyens. 49.3 en France, mise sous tutelle par l'Union européenne, et pourquoi pas du FMI si besoin, et bien sûr représailles des marchés financiers et des agences de notation, puisque on va voir un peu plus loin et se dire: Liliane, fais tes valises, les caisses sont désormais vides. Pourquoi donc? On aurait pu dire Marcel ou un autre prénom. Mais c'est pareil. Donc Liliane, fais tes valises, les caisses sont vides. Pourquoi elles sont vides, les caisses? La faute à qui? Certains pensent avec pertinence que l'occasion créant le larron, les décisions prises par le gouvernement Macron 1, confinement notamment, ont eu des conséquences mortifères sur les comptes de la sécurité sociale et sur la dépense publique. Vous vous rappelez qui a financé en arrêt maladie, sans un seul jour de carence d'ailleurs à l'époque, tous les papas et les mamans qui ne pouvaient pas aller travailler, qui devaient rester à la maison pour garder leurs enfants? La sécurité sociale. Et personne n'a moufté. En quoi la sécurité sociale aurait dû prendre en charge une décision qui ne relève pas de la sécurité sociale, ni de la maladie, ni de l'arrêt de travail, ni de l'accident du travail, ni machin, etc. C'est la sécurité sociale qui prend, l'assurance maladie qui prend ça en charge. Eh bien, nous avons la vérité des prix, comme on aurait pu l'imaginer à cette époque-là. 3 ans plus tard, l'heure est venue de l'acte 2, sans rempart, ni barricade, réduire, économiser, couper dans les financements du commun et faire payer ceux qui n'ont pas eu voix au chapitre. Le combat sans merci, organisé par le grand patronat mondialiste et les gouvernements gangrénés par l'idéologie néolibérale, n'a hélas pas trouvé d'adversaire déterminé au sein de la gauche convertie à la religion européiste. Les événements récents en attestent de manière claire. D'un côté, le nouveau Front populaire, avec son programme et dans son programme, souligne son attachement sans faille à l'Union européenne et au gouvernement ukrainien et au financement de l'armement de l'Ukraine. Et de l'autre, l'irrésistible montée du Rassemblement national, qui désormais ne veut absolument plus sortir de l'UE, de l'euro, mais reste porteur d'une vision ethnique de la nation. Il n'est jamais aux côtés de ceux qui luttent contre les fermetures d'entreprises, jamais dans les manifestations pour défendre les services publics, mais toujours prompt à se revendiquer défenseur des intérêts du peuple. Et ça fonctionne. Du côté de ceux dont on aurait pu attendre qu'ils auraient la lucidité et le courage d'affronter le système néolibéral, forme mondialisée du capitalisme, qui ne s'enrichit que par la destruction,
Là encore, l'illusion a fait long feu. Les opposants de gauche, entre guillemets, à Macron et aux cliques de droite et d'extrême droite ont éteint la lumière depuis longtemps. À peine reste-t-il une veilleuse pour ne pas sombrer totalement dans l'obscurité. Ils s'attachent aux détails et aux effets bien plus qu'aux causes qui conduisent notre pays à n'être qu'un vassal d'une Union européenne sous dépendance états-unienne et dominé en interne par l'Allemagne et un euro aux mains de la Banque centrale européenne. Depuis 2008, avec l'adoption du traité de Lisbonne par le Congrès en France, l'emprisonnement n'a pas de fin. Il est conçu pour être éternel, d'autant que trop rares sont les voix qui appellent à rompre avec la tutelle. Nous ne sommes ainsi pas loin d'un unanimisme qui conduit de fait à la capitulation généralisée. Tous pro-euro, tous pro-UE, ils ont lâché la souveraineté de la France et liquidé celle du peuple. Alors de renoncement en renoncement, la gauche a été gagnée par un virus bien plus dangereux que le Covid. D'ailleurs, la gestion du Covid par l'UE et par le gouvernement français et les députés européens, parlons-en. On l'a vu déjà tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes face à la situation de l'acte 2, le budget de la France, la dette, la dette publique, la grande dette publique, et je dirais presque pire, et ce qui permet aussi de comprendre, les intérêts de la dette. Le message qui nous est délivré est clair. Il faut être raisonnable, mes frères et mes sœurs, citoyens, citoyennes, amis, camarades et familles. Être raisonnable, cela implique de réduire, économiser, couper dans les financements du commun et faire payer ceux qui n'ont pas eu la voix au chapitre pour la dépense de l'argent. Et tout ça pour mieux préserver les soi-disant créateurs de richesses, les multinationales, la finance, les grands actionnaires. Ainsi, le Macron 2,5 et son gouvernement de briques et de broc annoncent l'addition, désormais, et enclenchent une nouvelle phase de liquidation des conquis sociaux. Son gouvernement a fait mine de découvrir la réalité, déficit de 6,1% du PIB en 2024, montant annuel de remboursement des intérêts de la dette s'élevant à 46 milliards hors sécurité sociale. Article du Monde, extrait, Le Monde est quand même une référence extraordinaire. Il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, au cas où il y aurait un doute. Au-delà de son niveau élevé, 112% du PIB, la dette inquiète par les coûts croissants qu'elle engendre pour l'État, contraint chaque année d'en rembourser une partie alourdie des intérêts. Selon les prévisions de Bercy, cette charge de la dette devrait sensiblement augmenter dans les prochaines années, passant de 46 milliards d'euros pour un total d'endettement de 3 230 en 2024 à 75 milliards en 2027. C'est-à-dire que le budget qui est aujourd'hui pensé, présenté, etc., qui va déjà être terrible pour la vie quotidienne des Français, eh bien, ne sert strictement à rien si on reste dans la même logique, puisque moins on peut rembourser sa dette parce qu'on n'a pas les ressources suffisantes pour rembourser la dette, plus on paye les intérêts de la dette. Et pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'État est contraint d'emprunter sur les marchés financiers. Et il ne peut plus emprunter, il n'a plus sa souveraineté monétaire, c'est-à-dire ce qui permettait avant de faire de la création monétaire à travers la Banque de France, mais nous en parlerons, j'imagine, durant cette université d'automne. Toujours est-il que qui dit ça ?
Qui dénonce ça? Est-ce qu'on entend la gauche dénoncer ça? Quand je dis la gauche, c'est d'une part la gauche instituée, celle qui est là dans les rangs de l'Assemblée, mais d'une manière plus large, ceux qui les altermondialistes, les syndicalistes, etc. Il faut expliquer la dette. Pourquoi il y a de la dette? Pourquoi il y a de la dette? Il y a du déficit à la sécurité sociale, évidemment. Bref, pour mieux prouver la fidélité de Macron à l'UE, c'est formidable. C'est un Premier ministre qui a fait carrière au sein même de l'Union européenne, que Macron a désigné, pour faire avaler la pilule qui vise à déraciner ce qui reste du programme du CNR. Et ça, c'est clair, net et précis. Et le faire dans un climat de peur, d'angoisse et d'ensorcellement, j'allais dire, presque de la pensée de chacun, de chaque citoyen, c'est le démunir comme ça de réponse, puisqu'il ne connaît pas les causes qui ont mené à l'endettement et aux intérêts de la dette. Alors, c'est pas si simple, parce que comment voir clair aujourd'hui, comment expliquer et convaincre quand nous sommes soumis à la désinformation médiatique et au règne de l'injonction contradictoire? Les mots perdent leur sens. Poser des mots sur les actions liberticides, autoritaires et entièrement mises en œuvre pour servir les capitalistes mondialisés est devenu une tâche titanesque. Il y a 4 ans, nous avions déjà écrit que Macron était le prince des mots tordus. C'est toujours vrai. Je vais vous donner juste un petit exemple, parmi d'autres, il y en aurait 5000, mais Macron. Nous agissons pour réindustrialiser la France, induisant ainsi que nous devons être compétitifs pour attirer des investisseurs en France. Non, parce que réindustrialiser la France, on se dit, ah, c'est super, on va récupérer de l'industrie française, des entreprises françaises pour des besoins ici, en France. Non, non. Donc, réindustrialiser la France ne veut pas dire favoriser le retour d'industrie française. D'accord? Et ça indique surtout les conditions. On doit être compétitif, on doit attirer des investisseurs, et la traduction concrète en mesures gouvernementales, en loi, en décret, c'est baisser le coût du travail, le salaire et la protection sociale, puisque c'est la variable d'ajustement pour être, oui, et pour être compétitif surtout. La France, ou plutôt la Start-up Nation, elle le vaut bien. Martèle, ses destructeurs, ses tortionnaires et ses liquidateurs. Voilà. Il faut faire un effort, citoyens, citoyennes, amis et camarades, voisins et voisines, etc. D'ailleurs, on remarquera que, avec ironie, que la réindustrialisation promise bat son plein. On importe, on importe. On offre à la concurrence des fleurons de l'industrie française, et après l'EDF, la SNCF et ce qui restait du fret est livré au privé au nom des dogmes de l'Union européenne. Chacun constate aussi que la création d'emplois est au top du top. Auchan, Michelin, près de 4000 suppressions d'emplois font suite à l'opération Casino et autres enseignes commerciales et fermetures en masse de petites entreprises et de commerces de proximité. Quant à la protection de l'environnement, là alors, malgré les dégâts engendrés par les méga-feux et les inondations à répétition, il sera le parent archi-pauvre du prochain budget. Rappelons qu'il avait été la priorité absolue de l'Union européenne, qui avait mis ses habits verts, et de Macron aussi. En fond de scène, tapis derrière le rideau bleu et jaune, l'Union européenne poursuit et multiplie ses ingérences sur les nations,
La fédéralisation de l'UE est déjà en cours. Elle va s'accélérer avec notamment la création d'une défense européenne à laquelle la France livrera sa défense nationale. On voit que le paysage est tout à fait grandiose et ce n'est qu'un survol, évidemment. Notre UA accueillera avec plaisir, demain, des responsables et des militants du PRCF, de la dynamique populaire constituante, il y en a qui sont ici aujourd'hui, du RPS Fier, avec Daniel qui est là, avec lesquels nous avons mené la campagne de boycott des Européennes 2024 et avec qui nous sommes en train de construire une campagne dont nous parlerons demain après-midi. Et nous sommes heureux de leur présence et de la coopération que nous avons développée ensemble et qui va continuer. Notre UA, Michel l'a dit tout à l'heure, elle est construite en 2 temps, l'emprise et la libération. C'est comme ça qu'il faut entendre aujourd'hui les intervenants d'aujourd'hui, et c'est sous l'angle de la libération qu'il faudra entendre les intervenants de demain et le temps du débat. Alors évidemment, je vous souhaite et je nous souhaite une belle UA, combative et fraternelle. Et avant de conclure, je voudrais vous faire partager mon émotion à l'annonce de la mort il y a quelques jours de Madeleine Ruffo à l'âge de 100 ans, résistante dès l'âge de 16 ans, engagée aux francs-tireurs et partisans. On sait, les résistants se sont presque tous éteints, mais leur message et leur combat éclairent nos batailles d'aujourd'hui, tout comme le programme du Conseil national de la résistance. Nous n'avons donc décidément pas changé de cap, nous n'avons pas perdu la mémoire non plus, et nous sommes debout et déterminés. Merci. Merci Michel. Jean-Michel. Non, vous avez changé. Alors, si vous avez changé, pas de problème. On a fait un putsch, on a changé. Alors, Jean-Michel interviendra après moi. Donc pour ma part, je suis chargé en 10 minutes de faire un point sur l'économique, le social et les syndicats. Donc, merci pour ceux qui m'accordent 10 minutes pour tout ça. Mais Michel m'a quand même en partie aidé déjà, puisqu'elle a abordé assez largement le sujet. Donc je vais faire un complément à ce qui était dit, mais peut-être avec un tout petit peu plus de détails. En matière économique, et bien sûr, je commencerai d'abord par l'emploi. Vous savez qu'il y a quelques mois, quelques années maintenant, avec l'élection de Macron, puis ses premiers pas en tant que président de la République, le miracle de Macron, de la politique macronienne en matière d'emploi a été élevé au pinacle. Et de plus en plus, on nous prévoyait le plein emploi dans notre pays. Alors ça, la petite musique a duré pendant 1 ou 2 ans, parce qu'effectivement, il y a eu, ce qui n'avait rien à voir avec la politique macronienne, mais il y avait eu une évolution économique qui était un petit peu plus porteuse, on va dire. Mais assez rapidement, cette évolution économique s'est retournée, comme ça se fait régulièrement dans les décennies précédentes. Et on revoit apparaître, bien évidemment, la lame de fond du non-emploi et de la privation d'emploi. Mais ce qui ne peut pas nous surprendre, compte tenu que, avec les précédents de Macron et avec Macron, en matière de politique de l'emploi, rien n'a été fait, rien n'a donc changé. Les conséquences ne peuvent donc être que les mêmes, c'est-à-dire une évolution dramatique de la perte d'emploi dans notre pays. Et pour imager, je vais donc donner quelques exemples, mais vous m'excuserez, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils seraient bien sûr innombrables. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les faillites sont en augmentation de 30% en 2024. Alors lorsqu'on dit faillite, ce sont essentiellement des PME qui sont touchées. Alors bien évidemment, il y a aussi des grosses entreprises,
mais dans ces 30%, ce sont énormément de PME qui sont touchées. Et les PME, c'est aussi à la fois tout l'aménagement du territoire qui s'en trouve bouleversé. Et on revient là directement avec un des thèmes de prédilection du Rassemblement national. Les désertifications des campagnes, l'abandon des services publics et en matière souterraine, l'emploi dans ces secteurs-là. Donc on comprend mieux aussi après les résultats du vote. Donc 30% de faillites en plus en 2024. Pour revenir maintenant dans les grandes sphères de l'emploi, Michel le disait, la grande distribution est touchée et commence à vaciller très sérieusement en France. Vous savez que pendant des décennies et des décennies, sous l'impulsion d'ailleurs de l'Union européenne, la grande distribution devait être un des piliers de l'économie française. Les grandes surfaces, les supermarchés, enfin, voilà. Et effectivement, ça a été le cas, il faut le reconnaître. Pendant des décennies, chaque maire n'avait qu'une idée, c'était de faire son supermarché. C'était l'alpha et l'oméga pour pouvoir porter sa cravate bleu, blanc, rouge. Or, aujourd'hui, cette branche de l'économie vacille de plus en plus. Donc, il y a eu Casino, il y a eu Carrefour, maintenant c'est Auchan. Bon. Et là, ce sont des milliers d'emplois qui commencent à être supprimés et qui vont être supprimés, puisque la vague commence à prendre forme, simplement. On n'en est qu'au début. Donc on a la grande distribution, et bien sûr, dans la grande distribution, ça entraîne toutes les PME qui sont liées à la grande distribution. Par exemple, en Alsace, avec Caddy, qui fabrique les fameux chariots que vous utilisez dans les supermarchés. Tous ces sous-traitants aussi vont tomber les uns après les autres. Deuxième secteur, gros secteur d'emploi encore dans notre pays, l'automobile. L'automobile est en train là aussi de vaciller petit à petit, ce qui reste de l'automobile. Pour ce qui nous concerne, c'est Stellantis, avec donc c'est ex-Peugeot maintenant qui s'est regroupé avec d'autres, dont le PDG Tavares dit qu'il ne s'empêche pas de fermer des usines complètement. Il l'a dit très récemment. Quand un PDG de Stellantis dit ça, il ne dit pas ça comme ça par hasard. C'est évidemment ce qui est déjà programmé dans l'activité de ces industriels. Mais là aussi, ce sont d'abord bien sûr les usines automobiles qui vont fermer ou qui vont réduire d'activité, mais ça entraîne toute la sous-traitance qui travaille en lien direct avec ces industries. Donc, c'est Valeo, c'est Bosch, etc. Là aussi, des milliers d'emplois dans notre pays. Encore que la sous-traitance a depuis très longtemps déjà commencé à prendre des coups. Mais ce qui reste va finir de prendre les derniers coups. Ensuite, on peut rajouter d'ailleurs là-dedans les derniers, Michelin, qui viennent d'annoncer, notamment à Vannes et à c'est l'autre, c'est Cholet, voilà. Vannes et Cholet, un certain nombre de disparitions d'emplois. On a aussi Volkswagen qui, alors là, bien sûr, vous allez me dire c'est en Allemagne. Non, c'est pas qu'en Allemagne, parce que Volkswagen aussi a quelques entreprises ici implantées sur notre territoire. Donc, ça va là aussi impacter directement l'emploi dans ce secteur-là. Autre secteur en Berne, le BTP. Alors, la Fédération du bâtiment et des travaux publics a annoncé qu'en 2024 et 2025, il y aurait au moins 200 000 suppressions d'emplois, au minimum. Alors bien sûr, on peut toujours dire que ces grosses fédérations patronales, souvent peuvent un peu grossir le trait pour avoir des subsides publics. Alors c'est en partie vrai, en partie. Mais la réalité, c'est que lorsqu'ils vous annoncent que, oui, il va y avoir 200 000 suppressions d'emplois dans leur branche, on peut aussi penser que oui, il y a une grosse partie de réalité qui va advenir. Autre secteur d'activité, le textile, en particulier, alors
pas forcément le textile dans sa fabrication, puisqu'il y a très longtemps que tout a été délocalisé chez nous, ou pratiquement tout, mais plutôt le textile vente, c'est-à-dire les marques qui vendent encore du textile en France disparaissent les unes après les autres. L'agriculture aussi, et l'agroalimentaire, puisque les deux sont intimement liés, et vous savez que, en partie notamment, l'agroalimentaire reste encore une des branches d'emploi importantes en France, en particulier dans des zones pas forcément très denses comme l'Ouest, la Bretagne notamment, ou d'autres secteurs géographiques. Là aussi, au niveau de l'agriculture et de l'agroagriculture, des zones d'ombre sont déjà arrivées et vont continuer. Si on cumule tout cela, bien évidemment, ça fait des milliers d'emplois qui sont supprimés et qui vont être supprimés. Or, ce qu'on nous disait il y a quelques mois, où on était rendu soi-disant à 6,5% de la population active qui était privée d'emploi, on rappellera quand même, et avec le Pardem, nous avions à l'époque monté le dossier sur le droit opposable à l'emploi, que lorsqu'on regarde de manière beaucoup plus fine le non-emploi en France, on n'est pas du tout à 6,5, même au mieux de l'époque macronienne 6,5, mais on tangente plutôt les 15% de privés d'emploi ou de mal-emploi plutôt que 6,5. Parce qu'aujourd'hui, on est remonté à 7,5 ou 8, donc déjà on a pris 2 points dans la poire en quelques mois, en 8 mois pratiquement, donc ça va très vite, ça va très très vite. Il faut s'imaginer ce que peut être 1,5 point de plus, d'après les statistiques officielles en plus. 1,5 point, c'est énorme. En masse d'emploi, c'est très conséquent. Ça fait des milliers de suppressions d'emplois, voire de mal-emploi, parce que très souvent, les suppressions d'emplois entraînent après du mal-emploi, c'est-à-dire une augmentation des contrats à durée déterminée et des contrats basiques, les plus mauvais qui existent. Et donc là, je revenais à dire que oui, d'après les chiffres que nous avions, nous, regardés d'un petit peu plus près, on arrive, si on cumule l'ensemble des gens qui sont en perte d'emploi ou en emploi temporaire ou en mauvais emploi, ou même ceux qui sont au RSA, lorsque l'on cumule tout cela, on arrive plutôt à 15% minimum de gens qui sont touchés dans notre pays, plutôt que les 6 ou 7 qui sont annoncés officiellement et qui en réalité très souvent ne concernent que la catégorie A lorsqu'ils donnent ces chiffres. Donc là-dessus, je dirais que sur cet emploi-là, il n'y a rien qui change, au contraire, tout s'aggrave à vitesse grand V. Et les fameuses délocalisations se poursuivent. Contrairement au discours qui tendrait à dire que oui, il y a des relocalisations, ce sont des épiphénomènes. Les relocalisations qui ont eu lieu, il y en a eu quelques-unes, c'est vrai, mais c'est vraiment epsilon, ce sont des épiphénomènes. Le véritable phénomène, c'est que la délocalisation continue. Donc en matière d'emploi, et je le disais tout à l'heure, le Pardem considère que la seule alternative possible et crédible, c'est un véritable programme politique sur l'emploi qu'il faudrait mettre en place, ce qui n'a jamais existé, ce qui n'existe pas. Et ce programme lié à l'emploi, eh bien, la proposition du Pardem, c'est de mettre en place le droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire qu'on fasse advenir ce droit comme un droit constitutionnel, au même titre que la santé ou l'éducation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a explicité un petit peu ce que pourrait être de manière très concrète ce droit opposable à l'emploi. Donc je ne vais pas détailler parce que je n'ai que 10 minutes, mais reportez-vous à la proposition du Pardem sur le droit opposable à l'emploi et vous verrez quelles possibilités il existe pour mettre véritablement un programme politique lié à l'emploi dans notre pays, si on le voulait bien. Alors bien évidemment, la partie liée à l'emploi est couplée avec la perte de pouvoir d'achat des gens. Donc il y a d'une part les pertes d'emploi,
mais aussi l'inflation. Et comme en contrepartie, à la fois les salaires et les pensions ne sont pas indexés sur l'inflation, eh bien, il y a une perte de pouvoir d'achat très conséquente avec des secteurs concernant les familles qui ont pris en quelques années, pour ne pas dire des fois quelques mois, des 20-30% d'augmentation. Je pense en particulier à ce qui concerne l'électricité ou le gaz. Voilà. Ensuite, le deuxième secteur qui a été très impacté par l'inflation, c'est l'alimentaire. L'alimentaire où certains produits ont augmenté en quelques mois, en un an, de 20-30%. Je rappelle que les pensions, par exemple, des retraités subissent des réajustements, en règle générale, au mieux avant septembre-octobre tous les ans, et c'est de l'ordre de un demi-point ou un point, voilà. Donc on voit de suite déjà, en ce qui concerne les retraités, les problématiques d'emploi. Quant aux salariés, dans certains secteurs, les salaires ont été réévalués un petit peu par le patronat, mais toujours en deçà, bien évidemment, de l'inflation. Donc, globalement, pour l'ensemble de la population française, et là je parle en plus de ceux qui ont ou un emploi ou de ceux qui sont retraités et donc qui touchent leur pension. Imaginez tous ceux qui sont au RSA, voire qui n'ont absolument rien. Pour ces gens-là, ça devient une véritable catastrophe et ça explique les queues qui ne cessent de s'allonger au Secours populaire, voilà, hein, au Resto du Cœur. Bon. Voilà, donc en ce qui concerne l'emploi, la baudruche macronienne perd de plus en plus de gaz et le sol s'approche de plus en plus. Deuxième sujet, Michel en a un petit peu parlé, c'est le budget 2025 qui est présenté actuellement à l'Assemblée nationale et discuté à l'Assemblée nationale actuellement, avec notamment la partie relative à la sécurité sociale. C'est le projet de loi, le fameux PLFSS, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Michel le rappelait, c'est quand même extraordinaire que personne ne dise un mot sur ce véritable hold-up que fait l'État depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années. C'est pas nouveau, mais ça dure depuis, oui, facilement une quinzaine d'années, où d'une gestion historiquement prévue paritairement entre les employeurs et les salariés, hein, puisque c'est comme ça qu'est prévue la gestion de la sécurité sociale, eh bien, cette gestion a été littéralement subtilisée, à la fois aux employeurs et aux salariés. Alors les employeurs, ça ne les gêne pas, donc ils ne crient pas trop. À l'inverse, les représentants des salariés, à notre avis, devraient crier un peu plus. Or, et j'y reviendrai, ça sera l'objet de mon troisième point, puisque j'aborderai les syndicats pour terminer, on n'entend rien du tout de ce côté-là, et c'est une véritable catastrophe. Donc, hold-up sur la gestion de la sécurité sociale par l'État, et transfert donc de cette gestion, alors en partie à l'Assemblée nationale, mais ça c'est pour habiller un petit peu la démocratie, pour faire croire que toute la démocratie continue de fonctionner. Mais Michel le rappelait, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le budget de la sécurité sociale, la première partie, les dépenses viennent d'être votées. Alors oui, certains pourraient nous dire qu'il s'agit d'une victoire de la gauche et du nouveau Front populaire sur la partie dépenses de la sécurité sociale qui a été votée. Mais en réalité, ce qui va arriver, c'est que une fois que la partie recette va être votée, alors là c'est dans les quelques jours qui arrivent, hein, il n'y en a pas pour très longtemps, ce projet va passer où? D'abord au Sénat. Donc déjà, on connaît la couleur du Sénat avec les représentants qui y siègent, où la droite et les macronistes sont très largement majoritaires, puisque ni le RN
et le NFP ont quelques élus sénateurs, mais très très peu, hein, et le RN n'en a pas. Donc à partir de là, eh bien, c'est la droite et les macronistes qui ont 80%, voire plus, de majorité au Sénat. Donc le Sénat va d'abord raboter tout un nombre d'amendements qui ont été votés par les députés. Ensuite, ça va revenir à l'Assemblée, mais l'Assemblée ne remettra pas en place ce qui a été raboté par le Sénat, ou peu. Et de toute façon, même si ça revenait comme la première lecture, en dernier ressort, Michel l'a dit, le gouvernement a toujours la possibilité du 49.3 pour revenir pratiquement au texte initial. Donc on fait croire aux gens que oui, la gauche a sauvé le budget de la sécurité sociale, c'est tout à fait faux. Et on va le voir dans les mois qui arrivent, dans le mois qui arrive. Mais en ce qui concerne ce budget de la sécurité sociale, mis à part ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce qui est intéressant, c'est de regarder quand même ce qui était préconisé dans le budget de la sécurité sociale. Ce qui était préconisé, c'est d'abord, et c'est quand même en débat encore aujourd'hui, de mettre en place, par exemple, les 3 jours de carence pour les fonctionnaires. C'est bien évidemment une augmentation des consultations, notamment des généralistes, mais pas que. Et dans le même temps, une baisse de la prise en charge de manière assez générale sur les actes médicaux. Donc on a un double phénomène à la fois d'augmentation des coûts de santé lorsque vous allez consulter, mais en même temps une baisse de la prise en charge de ces coûts de santé. Donc vous voyez déjà le coup de rabot qui est porté. En réalité, on dit à la sécurité sociale, c'est à la sécurité sociale certes, mais c'est directement aux assurés sociaux que le coup est porté, et aux finances des assurés sociaux, donc directement dans notre portefeuille. Alors bien sûr, aussitôt, dans les médias, on vous dit, mais rassurez-vous, les mutuelles prendront en charge le complément, enfin les complémentaires prendront en charge le complément. Ah, belle histoire, les amis. Les complémentaires vont prendre en charge le complément. Oui, oui, bien sûr, à condition que vous puissiez payer votre complémentaire qui, elle, ne va pas d'augmenter ses cotisations. Ben oui, puisqu'elle aura plus à vous rembourser. Donc, on voit bien que là, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir de difficultés à payer leurs complémentaires. Sans rappeler, je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, déjà des millions de personnes n'ont pas de complémentaire parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Donc on va encore amplifier le phénomène. Pour la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, on avait aussi le projet, à nouveau, de revoir les allocations chômage. Et bien sûr, quand ils disent revoir le principe des allocations chômage, ça ne peut se prévoir qu'en baisse, en remodifiant les règles du chômage. C'est-à-dire soit en rallongeant le temps de travail pour pouvoir accéder aux indemnités, soit les baisser, voire les deux en même temps, ce qui est encore mieux. C'est encore mieux. Grosso modo, voilà pour la sécurité sociale. Ensuite, troisième élément, le budget 2025. Sur le budget 2025, en dehors de la sécurité sociale, là aussi, des points forts sont apparus avec des coupes très sombres dans un certain nombre de budgets ministériels. La culture, le sport, l'aide au développement. Alors là aussi, lorsque beaucoup de partis politiques s'émeuvent de l'immigration qui pose, soi-disant, tout un tas de problèmes, aucun de ces partis politiques ne s'émeuvent des coupes sombres qu'il va y avoir dans l'aide au développement. Or, on sait que l'immigration, elle est indubitablement liée au mal-vivre dans des pays d'origine. Si on rabote les crédits d'aide au développement à ces pays, on va favoriser, bien évidemment, l'émigration et l'immigration chez nous.
Donc on voit que ceux qui en font des tonnes et des tonnes, des caisses à tout journaux télévisés, font en réalité l'exact inverse de ce qu'ils vous disent. Ils vous disent vouloir combattre l'immigration. Non, ils la favorisent. Ils la favorisent. Ce sont les mêmes qui la favorisent. Parce que ce qui se passe en France va bien évidemment se passer dans tous les pays européens, notamment dans tous les pays de l'Union européenne, puisque le même processus est enclenché dans l'Union européenne. Pour revenir aussi en matière d'emploi, dans le budget 2025, ils en ont trouvé un, le nouveau ministre de la fonction publique, là, Marc Arian, il s'appelle, c'est ça, qui a des idées novatrices. Hein. Il a dit qu'il entrevoyait, lui, la possibilité de supprimer 150 000 emplois dans la fonction publique. C'est assez novateur comme démarche. Hein. On peut reconnaître qu'ils ont beaucoup d'idées. C'est des grands visionnaires, ils innovent à chaque fois. La Cour des comptes, de son côté, rajoute un petit coup et dit « Ah ben, dans la fonction territoriale, dans les collectivités territoriales, là, on pourrait en supprimer 100 000. » Voilà, donc, il y en a un d'un côté qui dit 150 000 pour les fonctionnaires d'une manière générale, l'autre, il dit « Mais en plus, là, t'en as oublié, il y en a 100 000 dans les collectivités territoriales. » Ça fait quand même 250 000 emplois, hein. Excusez-moi du peu, mais bon, c'est pas rien. Michel le disait tout à l'heure, elle a cité le fret à la SNCF. Vous savez que le fret à la SNCF, dans la droite ligne de la directive européenne, qui est historique, hein, qui est très, très ancienne, c'est une des plus anciennes, directive 91-440. Les syndicalistes cheminots de l'époque connaissent très bien. Maintenant, ils ne connaissent plus, ils ne savent plus. Hein. Mais à l'époque, on connaissait. Cette première directive qui a libéralisé le fret. Hein. Donc le fret SNCF a été pratiquement laminé depuis, mais le peu qui reste, eh bien, il va être terminé, tout simplement parce que sous Macron, l'État français a versé quelques subsides à fret SNCF, et l'Union européenne est tombée sur le râble de la France en disant « distorsion de concurrence, c'est illégal, donc vous remboursez ces sommes-là ». Et bien sûr, l'équipe de Macron s'est couchée. Et donc, pour rembourser ces sommes-là, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'imposer à fret SNCF d'abord de supprimer 500 emplois sur ce qui reste au fret, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Donc voilà, déjà. Et en plus, de donner automatiquement 30% du fret qui existe encore à fret SNCF au privé. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont même pas avoir à embaucher des commerciaux pour aller chercher du fret, on va leur en donner 30%. Voilà. Et en particulier, sur ces 30%, c'est les 20% des flux les plus rentables qui restent encore à fret SNCF. Ce qui veut dire que fret SNCF est mort, mais bien sûr tout ça au nom de l'écologie, très certainement. On pourrait rajouter aussi, bien sûr, les 4000 postes d'enseignants, y compris aussi je crois qu'il y a 2500 postes à la Poste qui ont été supprimés ces derniers mois. Voilà, la liste pourrait être très très longue. Et donc je terminerai par le troisième chapitre, les syndicats. Alors on pourrait penser, avec ce que je viens de dire, que nous sommes en France, on a une histoire, et on a des syndicats historiques, puissants, forts, organisés. On pourrait donc penser que la situation sociale et ces syndicats vont faire en sorte que, assez rapidement, il y ait un soulèvement et qu'il y ait une force d'opposition qui se mette en place par rapport à toutes ces mesures. Malheureusement, et c'est assez catastrophique, c'est l'exact opposé. C'est l'exact opposé parce que, c'est pas nouveau, mais ça s'aggrave, le néant total a atteint les syndicats français.
et en particulier les 3 grosses forces syndicales, FO, la CFDT et la CGT. Et en particulier, pour ce qui nous concerne, peut-être celle qui devrait être le plus en pointe dans l'opposition à toutes ces mesures, la CGT. Écoutez, ça va m'aider, parce que comme il ne me reste plus beaucoup de temps, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il n'y a rien à en dire, puisqu'il n'y a rien qui se fait. Je schématise un peu, mais on en est là. On en est là. Par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a des mois et des mois qu'on n'a pas entendu un responsable syndical de la Confédération CGT s'exprimer. Alors s'exprimer dans les médias, on pourrait dire oui, mais c'est parce qu'ils n'y passent pas. Non, parce que quand un des responsables de la Confédération CGT veut intervenir dans les médias, ils ont encore une place potentielle. Le PARDEM n'y passe pas, le PRCF non plus, ou la DPC non plus, mais la CGT peut encore y passer. Même si après le message peut être brouillé, mais ils ont encore accès au micro. Or, depuis des mois et des mois, ils n'ont rien à dire. Rien ne se dit, rien ne se fait. Et ça s'explique politiquement. Ça s'explique parce que si on revient aux dernières élections législatives, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit le formidable rassemblement républicain. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux Français et aux salariés en particulier que le pire étant devant nous, ce qui pouvait nous sauver, c'était le rassemblement républicain. Donc tout le monde a plongé dedans et on a évité le pire, puisque le Rassemblement national n'a pas eu la majorité. Et donc à partir de là, comment voulez-vous mobiliser les salariés dans la mesure où vous leur avez dit mais on vient d'éviter le pire avec cette Assemblée nationale, puisque le Rassemblement national n'a pas la majorité. Le pire a été évité. Donc pourquoi se mobiliser derrière, puisqu'on leur dit que le pire a été évité? Ça veut dire que les mesures que j'ai indiquées tout à l'heure ne sont pas très graves finalement. Donc politiquement, il y a aussi une façon de faire taire, entre guillemets, tous les salariés. Et on le voit malheureusement, je citais les entreprises qui sont en difficulté. Alors oui, dans ces entreprises-là, les salariés, les malheureux salariés qui sont confrontés à leur suppression d'emploi continuent à résister, à se battre. Mais chaque fois, ils sont isolés dans leur entreprise. Donc ils se battent pendant un mois et demi, 2 mois. Et puis bon, il arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas la force nécessaire pour faire face ou à leur employeur ou à l'État, suivant la nature de l'entreprise, et ils sont liquidés. Et on voit qu'aucune force syndicale, en particulier la CGT, n'appelle à une véritable mobilisation sociale par rapport à cette casse de l'emploi et de l'économie française. Donc, malheureusement, oui, on est dans une situation très difficile. Et la gauche en porte, à notre avis, une lourde responsabilité. Parce que lorsque vous faites croire aux gens qu'on a évité le pire, eh bien après, comment voulez-vous les mobiliser? Ça devient très très difficile. J'ai terminé, j'ai peut-être un peu dépassé. Mais... Oui, tu as un peu dépassé. Ouais. Bien culpa. Mais Jean-Michel va rattraper ça en étant cool. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Bon, À toi, Jean-Michel. alors après mes deux prédécesseurs, on pourrait se dire, ah oui, mais il reste quelque chose, c'est la démocratie. Alors vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas, mais il y a longtemps qu'on en est naturellement convaincu. Alors j'ai prévu de vous faire une petite intervention sur c'est quoi la Constitution de 58, parce qu'il y a des gens qui découvrent, 66 ans quand même, si j'ai bien compris, après 58, le caractère bonapartiste de cette Constitution. Qu'est-ce qui a changé depuis Macron, 2017? Et puis, que faire, hein? Voilà mes 3 points. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une exégèse de la Constitution de 58, je vais simplement vous rappeler quelques articles, parce que ça fixe les idées. Bon, d'abord, vous savez qu'elle résulte d'un comité constitutionnel
qui était dirigé par Michel Debré. Et il y avait là-dedans un gars qui s'appelait Capitan, lequel était un adepte de Carl Schmitt, à qui on doit naturellement les pleins pouvoirs à l'exécutif. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Alors, bon, il faut savoir ça. Certes, elle a été ratifiée par référendum, mais c'est pas le peuple français qui l'a préparé naturellement, cette constitution. Alors, on commence bien, naturellement, puisque l'article 6 nous dit que le président de la République est élu au suffrage universel, réforme de 1962. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre ami Maximilien, lequel disait éviter surtout de donner la même légitimité à l'Assemblée nationale et à l'exécutif. Et on voit ce que ça donne, en effet, de n'avoir pas écouté notre ami Maximilien. Puisque le président de la République, naturellement, est la force politique dominante dans ce système. Alors, article 8, il nomme le Premier ministre. Ça veut dire qu'il peut le dénommer. Article 9, il préside le Conseil des ministres. Ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président. Article 11, c'est lui qui peut actionner le référendum. Alors on sait que l'adjonction sarkozyste est inopérante, du fait de ses conditions dirimantes. Initiative d'un 5e du Parlement et 10% des électeurs inscrits. Rappelez-vous pour le référendum sur l'aéroport de Paris, où difficilement on a réuni 1 million de signatures. Il en fallait 4,5. Article 12, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Toujours le président. Article 13, il signe les ordonnances et nomme aux principaux postes de la haute administration. Article 15, il est le chef des armées. Article 16, directement issu de Carl Schmitt, notamment. Il décide lui-même, le président, il décide lui-même s'il y a un état de crise politique ou sociale et il peut, dans ces conditions, prendre, entre guillemets, toute mesure exigée par les circonstances. Vraiment un modèle de clarté. Article 17, il a le droit de grâce. Lointaine disposition venant de la monarchie. Article 27, tout mandat impératif est interdit et nul. Articles 34 et 37. L'Assemblée nationale, article 34, elle a des compétences d'attribution. Alors que, article 37, c'est le gouvernement qui a la compétence générale. Le règlement est de compétence générale. Article 36, le président maîtrise le décret de l'état de siège. Article 40, les propositions de loi ne peuvent diminuer une dépense ou augmenter une recette. On se demande ce que peut faire donc une proposition de loi ou un amendement. Article 42, sur une loi constitutionnelle ou une loi budgétaire, ou bien sur le budget de la sécurité sociale, c'est le projet du gouvernement qui est étudié en premier. Article 44, le gouvernement peut exiger le vote sur un texte avec exclusivement les amendements acceptés par lui. Article 47, si le Parlement ne s'est pas prononcé sur la loi de finances dans un délai de 70 jours, le gouvernement peut le promulguer par ordonnance. Il peut aussi procéder par 12e provisoire à partir du 1er janvier de l'année budgétaire concernée. Article 47.1, rassurez-vous, j'ai presque fini. Article 47.1, le gouvernement peut promulguer le PLFSS, dont on parlait tout à l'heure, par ordonnance, si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de 50 jours. Article 48, seulement une séance par semaine est réservée aux questions au gouvernement. Article 49, le gouvernement engage sa responsabilité, il est connu celui-là, devant l'Assemblée nationale, laquelle peut alors déposer une motion de censure pour s'y opposer. Mais, dans ce cas, seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui doit être adoptée à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Majorité 289 voix, comme vous le savez. Article 49.3,
le gouvernement peut faire adopter toute disposition budgétaire relative au PLFSS par la procédure de l'engagement de responsabilité qui fait que seul le dépôt d'une motion de censure peut l'empêcher. Il peut aussi utiliser, une fois par session, cette procédure sur une autre question. Articles 52 et 53, le président négocie et ratifie les traités internationaux, certains pouvant l'être par l'Assemblée nationale. Articles 56 à 63, le fameux Conseil constitutionnel. Le fameux Conseil constitutionnel, dont on connaît la composition, et qui contrôle l'application des dispositions des articles que je viens de, plus naturellement toute la Constitution, en protégeant le gouvernement de toute atteinte à ses compétences. Article 64, le président est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est ce que ça veut dire. Article 65, le Conseil supérieur de la magistrature, dont on connaît aussi la composition, assure la domination de l'exécutif sur les carrières des magistrats. Article 68, le président ne peut être passible de la haute cour pour destitution. En fait, dans ce cas, la haute cour, c'est le Parlement. Que si un cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat est constaté. En dehors de ce cas, il est irresponsable. Article 67. Et naturellement, vous vous en doutez, je n'allais pas l'oublier celui-là, c'est l'article 88.4. Donc tous les actes législatifs ou projets et propositions de l'Union européenne sont soumis naturellement au Parlement, mais les articles 88.6 et 88.7 organisent une procédure si complexe qu'elle rend quasiment impossible le refus d'intégration de ces actes dans le droit français. On sait par ailleurs que la CJUE a unilatéralement décrété la primauté du prétendu droit européen sur le droit national. À ce propos, je vous signale un arrêt qui est intervenu en septembre dernier, j'ai oublié son nom, où la CJUE indique qu'un tribunal français, un tribunal national, pas forcément français, qui refuse une disposition européenne sur la base de sa propre constitution, eh bien, cette décision a été cassée et la CJUE précise que, effectivement, c'est le droit européen qui prédomine. Voilà. Article 89, le président a la haute main, bien sûr, sur la révision de la Constitution, qui peut être adoptée non pas par un référendum, mais par un congrès. Alors on connaît la musique, puisque c'est ce qui s'est passé, Assemblée nationale plus Sénat, le fameux 29 mai 2005. Voilà, et puis dernière chose, l'inversion de l'élection entre le président de la République et l'Assemblée nationale, qui transforme l'Assemblée nationale en chambre d'enregistrement. Voilà, alors on voit sur ce premier point qu'il ne reste pas beaucoup de pouvoir à nos chers parlementaires. Et si on ajoute à cela la constitutionnalisation du dessaisissement de la souveraineté des peuples par le traité de Lisbonne, ainsi que les précédents, et ce qui nous attend, on en parlera plus tard, avec le sceau fédéral européen, nous sommes en droit de nous interroger sur l'existence de la démocratie dans ce pays. Et d'y répondre. Alors la pratique macronienne. Tout simplement, elle aggrave la situation. Qu'est-ce qui se passe depuis 2017 ? Alors là, Macron, il a une pratique encore plus bonapartiste. Alors on se souvient des ordonnances Macron, 2017 si j'ai bonne mémoire, qui divisent simplement et purement par deux le nombre des membres des IRP, les institutions de représentation du personnel, c'est-à-dire suppression des CTE, suppression des CHSCT. D'un coup, comme ça. On se souvient de la répression sauvage du mouvement des Gilets jaunes. Je ne vous fais pas de dessin. Des dizaines d'énuclés amputés, etc. Des centaines, voire des milliers de Gilets jaunes qui ont comparu en comparution immédiate. Contrairement à un certain nombre d'autres cas judiciaires pour lesquels ça met des mois, voire des années.
Voilà. On se souvient de l'inversion des normes juridiques en matière de droit du travail. Un accord d'entreprise peut être supérieur à une convention collective, alors que ce n'était pas le cas avant. On se souvient, ça a été dit, je ne reprends pas de ça, le rôle des gouvernements sous la louette de Macron en matière de désindustrialisation du pays. Alstom, Technip, Lafarge. Dernière en date, effectivement, l'affaire du Doliprane, et ce qui a été dit par Michel et par Patrick. On se souvient que l'industrie dans notre pays ne pèse plus que 9% du PIB. Je précise quand même, comme vous le savez, qu'avant l'euro, alors là, Jacques nous en parlera mieux, l'industrie, c'était 23% du PIB. Et vous vous rappelez de la fameuse phrase de l'ami Tchuruk, peu importe, qui nous disait « Ah mais on va mettre en place une industrie sans usine ». On voit ce que ça a donné. La deuxième partie a été respectée. Voilà. On se souvient de la façon dont il a imposé la régression de nos régimes de retraite, hein, alors que 83% des Français y étaient opposés. On se souvient comment il a abusé du 49-3. Bon, vous me direz, il avait été précédé largement par Rocard et par Borne. Enfin bon. On se souvient effectivement qu'il a engagé, après Hollande il est vrai, mais il a continué, l'armée française sur plusieurs théâtres d'opération au mépris de l'article 35 de la Constitution qui précise que le Parlement est obligatoirement consulté après 4 mois de conflit. Il n'a jamais été consulté sur les différentes interventions de l'armée française, comme vous le savez, en Afrique ou ailleurs. On se souvient de ses positions sur la souveraineté européenne. Concept vide, hein, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Comment peut-il y avoir de souveraineté européenne ? Et on se souvient qu'il est un des premiers partisans, naturellement, du fameux sceau fédéral européen. Et puis on se souvient, enfin, j'arrêterai là l'énumération, de sa position, naturellement, sur le conflit ukrainien et sur le conflit israélo-arabe, et de son alignement total sur l'OTAN et les États-Unis. Et puis, pour la petite histoire, malgré toutes les critiques qu'on peut faire au Nouveau Front Populaire, et on en fait, entre guillemets, Nouveau Front Populaire, on se souvient de la façon dont il a refusé de respecter une tradition républicaine qui disait que c'est la coalition arrivée en tête qui est représentée au niveau du poste de Premier ministre. Il a nommé, comme par hasard, celui qui avait obtenu le moins de voix au niveau des partis politiques après des élections législatives, comme vous le savez. Bien. Alors, il y a des gens qui croient qu'il va démissionner. Bah, je pense que c'est pas tellement le profil psychologique de ce monsieur-là, et qu'il va renoncer à utiliser les 3 ans qui lui restent pour achever sa besogne. C'est-à-dire liquider ce qui reste de la sécurité sociale, ça a été dit. Liquider ce qui reste de l'hôpital public. Je vous précise qu'encore à Langon, dernière en date, ils sont en train de fermer le service d'ophtalmo parce qu'il y a une clinique privée qui vient de s'installer dans la même ville. Alors je vous cite cet exemple, mais je pourrais en des dizaines. Hein. Voilà. Pour la petite histoire, on est à 4500 suppressions de lits dans l'hôpital public cette année. Voilà. Il y en a 100 000, je crois, depuis 15 ans. Enfin, quelque chose d'épouvantable. Liquider ce qui reste de la fonction publique, ça a été dit. Hein, le sinistre Kasbarian, il s'appelle. Kasbarian. Voilà. Hein, bon, j'insiste pas, ça a été dit. Liquider ce qui reste d'industrie et d'agriculture, ça a été dit aussi. L'agriculture française est excédentaire. Elle ne l'est plus depuis longtemps. D'accord ? Liquider notre siège de permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous renvoie à ce propos, parce qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais ça c'est faux, etc. » Ben, je vous renvoie au traité d'Aix-la-Chapelle. Et je vous renvoie à un certain nombre de déclarations du fameux chancelier allemand, là. Hein, qui dit « Ah, mais peut-être que la force nucléaire française pourrait être mise à la disposition de l'UE. » Donc, plus de siège de permanent à l'ONU, au Conseil de sécurité. Le seul avantage, entre guillemets, qu'on a en matière de défense pourrait effectivement gicler également.
Bien. Et tout cela, naturellement, ne va pas s'arranger avec la réélection de Trump, mais ça, d'autres que moi en parleront plus tard. Donc, le monde est en train de basculer. Ça aussi, Joël nous en parlera mieux que moi. Le cycle de domination de l'Occident est en train de mourir, fort heureusement avec ses 5 siècles de colonialisme. Et les BRICS+ sont en train de bousculer l'ordre du monde, et on l'a bien vu au sommet de Kazan. Je laisse la place à Joël là-dessus, auquel participait le secrétaire général de l'ONU, ce qui est un signe clair, intéressant. Bien, voilà le bilan. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous doutez bien qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais on voit quand même que le bonapartisme est installé dans ce pays. Et il est regrettable en effet que les partis du nouveau Front populaire ne s'en rendent pas compte ou restent muets ou impuissants, comme les organisations syndicales d'ailleurs. Est-ce qu'on va continuer 50 ans de plus dans cette impuissance et cette inconséquence politique? Alors, on sait pour qui roulent les défenseurs du capital depuis 230 ans, sous tous les régimes. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler quand même que ce pays a connu tous les régimes. Monarchie de droit divin, monarchie constitutionnelle, Première République, la meilleure, 93-94, interrompue par le 9 Thermidor, comme vous le savez, directoire, consulat, empire, restauration, monarchie parlementaire, rebelote, Deuxième République, Ré-Empire, Deuxième Empire, Troisième, Quatrième, Cinquième République. On a connu à peu près tous les régimes. Sauf que, quel que soit ce régime, c'est toujours la même classe sociale qui était au pouvoir et qui contrôlait naturellement le pouvoir dans ce pays. Bon, donc on sait ce que c'est que les défenseurs du capital. La social-démocratie, ben, on a vu ce qu'elle donnait depuis un siècle. Donc on n'insiste pas. Hein, je ne vais pas vous faire cette injure non plus, simplement quelques dates. 1924, 1937, 1947-58, 1983, 1997-2002, 2012. Et on s'apprête à recommencer avec l'ami Glucksmann. Voilà pour la social-démocratie. Le PC, Parti communiste, qui a traduit lui aussi ses origines et ses combats du passé en défendant, entre guillemets, un euro coopératif et une Europe sociale. Voilà. Évidemment, ça pose problème. On sait ce que donneraient les partisans d'un greenwashing du capitalisme. On peut l'observer en Allemagne. Mais on peut aussi l'observer, on peut deviner ce que donnerait un Jadot. On voit aussi ce que donnerait la prétendue extrême gauche radicale, entre guillemets, qui n'est, alors extrême gauche radicale, qui n'a pas encore compris que mondialisation capitaliste et internationalisme prolétarien, ce n'est pas tout à fait la même chose. On entrevoit aussi où va la LFI, qui vote des crédits militaires pour l'Ukraine au Parlement européen, qui ne sait plus où elle est avec l'OTAN, qui est, on va dire, complètement submergée par le wokisme et l'intersectionnalité, et qui a complètement changé à 180 degrés concernant l'Union européenne. Et en adoptant aussi les pièges idéologiques de Laclos et Mouffe. Vous vous rappelez le fameux populisme de gauche contre la lutte des classes. On ne parle plus de lutte des classes, hein, évidemment. On parle de populisme de gauche. On sait enfin, je termine le petit tour d'horizon politique là, on sait enfin ce qu'est le Rassemblement national et ses satellites. Hein. Recours ultime, marionnettisé par le capital. Vous vous rappelez qu'il y a eu des dîners intéressants là, entre la direction du RN et le MEDEF.
qui montrait patte blanche, bien sûr. Hein, voilà. Même si ça ne s'est pas passé tout à fait comme il le souhaitait. En fait, donc, c'est tout l'arc politique, comme ça a été dit par Michel tout à l'heure, tout l'arc des partis politiques actuels qui a été constitutionnalisé par le capital mondialisé et financiarisé dans la construction, entre guillemets, artificielle de l'Union européenne. Tous ces partis participent et cautionnent le système de l'UE, toujours entre guillemets, qui liquide la démocratie et les États politiques nationaux, en les subordonnant à une bureaucratie technocratique européenne non élue. Alors, vous savez ce que c'est, je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé. Nous avons un Parlement sans pouvoir législatif au niveau de l'Europe. Nous avons une commission exécutive, mais qui est en fait l'autorité législative, puisque c'est elle qui propose au Parlement les textes, article 225, si je me rappelle bien, du DFUE. Nous avons une Cour de justice de l'Union européenne qui, sans mandat, parce que ce n'est pas prévu par les traités, fait prévaloir le droit européen, entre guillemets aussi, sur les droits nationaux, et qui prend des arrêts depuis une trentaine d'années, CJCE avant, CJUE maintenant, en ce sens. Nous avons une banque centrale européenne qui possède le pouvoir monétaire et budgétaire. On en parlera plus tard, j'arrête là. Merci, voilà, j'ai fini. Attends, excuse-moi, je n'ai pas tout à fait fini, mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Bien, alors, écoutez, voilà la démocratie. Hein. Le peuple français, comme tous les autres, hein, dans l'Union européenne, eh bien, il est ligoté, bâillonné, et sous l'emprise de la constitution libérale, néolibérale. Et voilà à quoi se réduit donc la construction européenne, entre guillemets. Se pose alors la question de savoir, j'ai presque fini, rassure-toi, se pose alors la question de savoir comment on peut sortir de ce carcan. Et toutes les organisations présentes à cette université d'automne ont compris depuis longtemps qu'il fallait changer non pas seulement le software, mais le hardware. Car les peuples sont pris entre, d'un côté, l'enclume de la constitution antidémocratique de 1958 que j'ai un petit peu décrite tout à l'heure, et le marteau de la Constitution européenne imposée par le coup d'État parlementaire de 2008, et qui fait prévaloir les traités néolibéraux depuis le traité de Rome jusqu'au traité de Lisbonne. Donc je vous passe les détails. Le traité de Bruxelles, acte unique, Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne. Ceux qui croient encore instaurer une démocratie politique et sociale sans sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et du capitalisme, ceux qui croient encore reconquérir la souveraineté du peuple et l'indépendance nationale, tout en restant dans ces constructions bureaucratiques qui sont des constructions de guerre sans merci des bourgeoisies contre les peuples, tous ces gens-là, pour moi, pour nous, sont des dilettantes politiques et même des complices coupables. Il faut s'en débarrasser comme d'ennemis déclarés. Il n'y a donc plus que deux outils que nous devons nous donner. Une nouvelle constitution, certes, mais une nouvelle constitution issue du peuple, et non pas ni d'un comité constitutionnel trié sur le volet, ni encore moins d'une convention tirée au sort. Alors vous savez qu'il y a des adeptes du tirage au sort, hein, et pour nous, le tirage au sort est une procédure essentiellement antidémocratique. Et nous, nous ne sommes pas du tout opposés à une nouvelle constitution, à condition que les modalités d'élaboration passent par des assemblées populaires communales, ou en tout cas des assemblées populaires de base. Et c'est seulement de cette façon, par une union du peuple dans ses profondeurs, qu'il y aura possibilité de briser ce carcan, et ce carcan de la prison européenne. Nous avons également pour cela, nous sommes à l'université d'automne du Pardam, nous avons notre propre programme institutionnel, et je sais qu'il est largement partagé par d'autres organisations
ici présentes. Alors, je ne vous le rappellerai pas, on en a parlé l'année dernière. Vous pouvez aller sur le site du Pardem, vous verrez tout ça. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Voilà. Mais encore une fois, ce programme institutionnel n'a aucune chance d'aboutir tant qu'on sera dans cette fameuse Union européenne. Et il s'agit également de refonder les partis politiques. Mais là, j'arrête puisque on a un intéressant exposé qui nous sera donné dans quelques temps. Voilà, ma conclusion. C'est, je pense, seulement sur des bases politiques claires que ce changement pourra être imposé. Parce que le peuple français, qui a quand même une certaine expérience politique derrière lui, est quand même assez fatigué de toutes ces trahisons. Et je pense que c'est seulement cette union populaire, sans exclusive, qui pourra effectivement nous permettre d'en finir avec ce carcan institutionnel que nous connaissons. Et je pense que cette université d'automne est un jalon important vers ce mouvement. Alors, puisque j'ai parlé de Robespierre, je finirai avec Danton. Alors Danton, corrompu jusqu'au bout des ongles, mais il avait des moments de lucidité. Et puis, voilà, vous vous rappelez que, je crois que c'était la veille de Valmy, il s'est adressé à la Convention nationale et il a dit citoyens, dans ces moments de péril, il n'y a qu'une chose, un seul mot d'ordre qui peut s'imposer. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. J'ai dit, comme disaient les Framac. Donc, dernier intervenant de la matinée, ensuite on parlera ensemble, vous aurez la parole. Joël, qui parle de la situation internationale. Alors, merci à mes camarades précédents de vous avoir plombé le moral. Je suis donc chargé de... Non, pas du tout. De vous remonter le moral. Ce que je vais faire immédiatement. Voilà. Alors, en ce qui concerne la situation internationale, bon, si on regarde ça du point de vue intuitif, mais aussi de façon purement analytique, on peut le voir clairement. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et risque d'être, pour un bon moment encore, une campagne assez macabre. Vous voyez, je remonte le moral tout de suite. En clair, il va falloir se faire à l'idée qu'il n'y a pas que les conséquences du changement climatique dont on nous rebat les oreilles. D'ailleurs, le poids des guerres dans le changement climatique peut être mesuré. Hein. Les manœuvres de l'OTAN, ainsi de suite, la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient, ainsi de suite, a un poids considérable, hein, en fait, dans le changement climatique. Donc il n'y a pas que le changement climatique et la destruction de la biosphère, chère à nos écologistes, qui vont nous dicter nos conditions prochaines de vie et de lutte. Il y a aussi les guerres, qui en sont, partiellement en tout cas, les avatars. Il va falloir être créatif. Et si nous voulons sortir de cette impuissance ambiante sur les plans politiques et pratiques, il va falloir s'y mettre maintenant. Je disais, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Et elle ne va pas commencer, comme toutes les guerres d'ailleurs, par une déclaration de guerre, par le premier coup de feu, comme on dit. Par exemple, la guerre en Ukraine, hein, qui n'a pas commencé par le premier coup de feu. Mais elle va s'imposer comme un état de guerre permanent. La Troisième Guerre mondiale, c'est des luttes pour l'accès aux énergies fossiles. Je développerai ça plus tard.
pour l'accès à la nourriture et à l'eau. La Troisième Guerre mondiale, c'est une compétition féroce pour des technologies de pointe et celle des communications, et pour s'approprier les métaux rares. On voit bien, quand je dis ça, qu'elle a déjà commencé. La Troisième Guerre mondiale, c'est la guerre contre les migrants économiques et les migrants climatiques, auxquels il reste peu de perspectives d'existence, en fait. La guerre sans fin va commencer quand la grande puissance états-unienne, qui perd lentement son hégémonie sur la planète, se dira qu'elle n'a plus qu'un seul moyen pour imposer ses intérêts dans le monde entier, c'est la guerre militaire. Alors, quand on regarde les guerres, je citais par hasard l'Ukraine et le Moyen-Orient, mais il y en a bien d'autres. Hein. Les Houthis, par exemple, ainsi de suite. Le Liban, maintenant. Si on regarde ça, on peut considérer qu'il s'agit d'une série de conflits interétatiques indépendants, oui, les uns des autres. Mais dans les faits, on constate qu'il s'agit bien d'une phase historique d'état de guerre, un état de Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas se méprendre. En ce sens, comme je le disais, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Les guerres ont toujours un prétexte déclaré. Pour la démocratie, pour la liberté, contre les dictateurs, on les connaît, etc. Mais en fait, les guerres sont toujours pour maintenir la domination économique, politique et culturelle des pays occidentaux. États-Unis en tête, bien sûr. De quoi s'agit-il ? En fait, de maintenir la domination du capital néolibéral, de maintenir la domination occidentale, ou de l'étendre d'ailleurs, sur les ressources alimentaires sous prétexte de sécurité alimentaire, et pour éviter le déclin géostratégique occidental, et si possible, encore une fois, d'étendre son influence. Les guerres sont et seront menées pour maintenir la fameuse stabilité dont parle l'Occident. C'est-à-dire sa domination. Hein. Quand elle parle de stabilité, c'est pas de stabilité entre les États, hein, c'est bien sa domination. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour maintenir la stabilité, on déstabilise en fait tout le reste de la planète. Ça, c'est le jouet principal de l'Occident, maintenir sa stabilité en déstabilisant les relations internationales en général, en semant la destruction et la mort sur la planète. Car dans l'esprit occidental, la déstabilisation, c'est les autres qui doivent la subir, et non pas l'Occident. Alors, je ne viendrai pas sur les guerres économiques, parce que, évidemment, il y a plusieurs types de guerres, et quand je parle de Troisième Guerre mondiale, c'est, comme le disait un général allemand, qui a précédé la période nazie, mais les nazis s'en sont inspirés très largement, il s'agit d'une guerre totale. Alors, pas au sens où il l'écrivait, mais au sens où la guerre ne concerne pas que l'armée et les peuples soldats. Elle concerne l'économie, elle concerne la communication, elle concerne tout ce qui fait qu'on peut influer sur un autre pays pour l'obliger à accepter les conditions que veut le vainqueur.
Donc sur les guerres économiques, je ne passerai pas parce que je passerai rapidement parce que on en a parlé. Quand Macron dit réindustrialiser la France, Michel l'a bien dit, il s'agit de vendre et non pas d'installer des industries françaises. Et donc, la vente, l'achat par les États-Unis ou par d'autres pays, comme même la Chine, fait bien partie de cette guerre économique. Nous sommes en guerre économique permanente. Donc, je vais rester sur le plan plutôt militaro-militaire, ou en tout cas pas économique et pas de la communication, parce que depuis l'université d'automne que nous avions eue à Saint-Malo, où nous avions développé le fait que l'OTAN était bien sûr une alliance militaire, mais était aussi un moyen de pression économique au travers ce qu'ils appellent les STANAG, hein, c'est-à-dire pas confondre avec Stalag, mais les STANAG, qui sont les normes de l'OTAN, et qui donc obligent les pays à acheter des armes de l'OTAN, et ce, comme on dit, sur étagère, c'est-à-dire sans les fabriquer eux-mêmes, mais en les achetant dans le supermarché états-unien. L'OTAN étant un moyen aussi, s'était développé, je vous renvoie à cette université d'automne, un moyen de pression et de communication extraordinaire. Je reste donc sur ce qui se passe plus concrètement dans la préparation de la guerre militaire. Alors, il y a les guerres existantes, hein, bien sûr. La guerre en Ukraine. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs qu'à ce propos, les États-Unis parlent de guerre non provoquée en Ukraine. C'est marrant parce que pour qu'elle ait besoin de dire qu'elle a été non provoquée, c'est qu'elle a besoin d'expliquer en fait qu'elle ne l'a pas provoquée. C'est-à-dire qu'elle l'a provoquée, quoi. Hein, bon. La guerre Israël, Gaza, Iran, ça s'approche avec le proxy, comme on dit, la Palestine. La Chine avec Taïwan. Je pourrais développer tout ça, je ne le ferai pas, hein, mais je pourrais le développer. Avec une partie nouvelle, ça fait 20 ans que ça dure, mais accentuée de guerre économique quand même, qui sont les sanctions, hein, les fameuses sanctions. Alors, il y a un tiers de la planète qui est touché par les sanctions américaines. Hein. Bon, voilà. Donc, mais la préparation se fait maintenant d'une façon extrêmement concrète. Par exemple, en Allemagne. Vous savez que c'est des professionnels, eux, hein, de la guerre, je veux dire. Par exemple, la ministre allemande des Affaires étrangères, Anna-Helena Baerbock, a décidé de mettre en route un vaste programme de construction de bunkers. Oui, alors, elle a fait ça après avoir visité des bunkers en Finlande, je crois, où c'était magnifique. Les bunkers servaient à faire du sport. Ben oui, comme ils ne sont pas vraiment utilisés maintenant, donc on faisait du sport dedans. Et elle a trouvé ça absolument merveilleux, qu'on puisse faire du sport dans les bunkers. Et donc, elle a commandé, en attendant qu'ils servent à autre chose, de faire construire des bunkers. Bon, ben voilà. Le ministre allemand de la guerre, c'est son nom, hein, il s'appelle Pistorius, vous le savez, Boris Pistorius, a non pas annoncé, mais écrit dans les faits la nazification, je pèse mes mots, hein, la nazification de l'armée allemande.
Alors j'ai un tas de documents dont on pourra en discuter après, je ne vais pas m'étendre, mais tout concorde avec la glorification du passé de certains généraux ou cadres supérieurs allemands directement nazis. Voilà. L'Allemagne, d'ailleurs, elle fait autre chose. Hein. Elle fait des choses merveilleuses, l'Allemagne. Elle a aussi modernisé ses capacités d'intervention nucléaire. Alors bien sûr, il lorgne sur les capacités nucléaires françaises, Jean-Michel l'a dit, mais il se modernise. C'est-à-dire que de nouveaux avions américains, les F-35, sont chargés de transporter maintenant au minimum, les 20 bombes nucléaires que possède l'Allemagne, au minimum, hein, parce qu'on n'en sait rien exactement, mais c'était 20 il y a quelques années, on peut penser que c'est un peu plus maintenant, qui sont stockés à Büchel, voilà, en Allemagne. Rheinmetall, alors Rheinmetall, c'est une vieille société allemande, hein, elle était connue pendant la guerre déjà. Rheinmetall a reçu l'ordre et la commande pour augmenter les munitions qui manquent, voilà, dans les plus brefs délais, pour des projectiles d'artillerie. Au niveau européen, par exemple, l'Allemagne y participe bien sûr, les voies de chemin de fer et les routes s'harmonisent, comme ils disent, hein, et s'organisent dans toute l'Union européenne de façon à accélérer les transports militaires vers l'Est. Qui est à l'Est? Enfin bon, à l'Est. C'est-à-dire qu'on élargit les tunnels et on rénove les ponts en élargissant les ponts. Parce que les tunnels, ils sont bien gentils, les tunnels des TGV, mais ils ne laissent pas passer les chars. Donc il faut élargir tout ça. L'Allemagne a annoncé, je reste sur l'Allemagne pour l'instant parce qu'ils sont intéressants, a annoncé que le budget de 100 milliards d'euros qui est prévu déjà pour l'armée allemande ne suffira pas. Et Pistorius, donc le ministre de la Guerre, hein, en demande entre 52 et 80 millions de plus pour se conformer normalement, notamment à l'objectif des dépenses de défense de l'OTAN, qui, vous savez, est de 2% du PIB. Les USA, de leur côté, jamais en reste, bien sûr, construisent 3 nouvelles bases militaires aux Philippines. On parlait de l'Asie tout à l'heure, enfin, Taïwan, voilà. La France et le Japon font des manœuvres militaires communes, avec des sous-marins atomiques, devant les côtes de la Chine. La France, d'ailleurs, inaugurera en 2025 de nouveaux sous-marins atomiques. Ne change pas une équipe qui gagne. Le président américain, c'était Biden, mais ça ne va pas changer avec Trump, assure Taïwan qu'il le défendra militairement en cas d'une attaque, sous-entendu chinoise, bien sûr. L'UE et l'OTAN menacent la Chine de sanctions si elle livre des armes à la Russie, officiellement sous prétexte des conséquences économiques négatives qui pourraient en résulter. Alors, on le sait, la Chine, l'Iran livrent la Corée du Nord, pour faire plaisir à tout le monde, hein, livre des armes ou des composants d'armes à la Russie, ce qui paraît être un crime, mais l'OTAN, la France, l'Union européenne livrent moult et moult armes et composants d'armes à l'Ukraine. Bon.
le président allemand est allé au Cambodge et en Malaisie. Alors, c'est passé inaperçu, mais lui, il a été clair. C'est-à-dire que il a affirmé que sa visite avait pour but de contraindre la Chine à limiter son influence en Asie. C'est le rôle de l'Allemagne d'avoir une influence en Asie, ça, tout le monde le sait. Hein. Voilà. Et que ça signifie que l'Allemagne, en fait, l'Occident, par l'Allemagne interposée, plus exactement, prétend renforcer son influence en Asie, voire dominer la partie non chinoise de l'Asie. Les USA et l'Allemagne, en particulier les écologistes allemands, qui ont l'air d'être fortement impliqués dans l'histoire, ont fait sauter le gazoduc Nord Stream. Le gouvernement israélien, c'est une énumération, prévoit d'ici 2025 de faire sauter les usines iraniennes de fabrication d'uranium. Ils l'ont annoncé, hein, sous prétexte qu'il sera ensuite en mesure de produire de l'uranium militaire. Bah oui, il faut bien un prétexte. Bon, le pacte ICE, qui est le pacte de collaboration sur les brises-glaces. Ça a l'air de rien comme ça, hein. Un pacte de collaboration sur les brises-glaces. Ça pourrait même arranger les écolos. Entre les USA et le Canada et la Finlande, a été signé pour contrer la Russie, c'était explicitement, et la Chine, dans l'Antarctique. Oui, parce que, quand même, une des prochaines, c'est l'Antarctique. Enfin, la guerre pour les ressources de l'Antarctique, plus exactement. Il y a eu le pacte AUKUS, bon, ben ça, vous vous en souvenez tous, on en a largement parlé, Australie, Grande-Bretagne, USA. En 2021, vous savez, c'est là où la France s'est couchée et n'a pas vendu ses sous-marins qui avaient été achetés par l'Australie. Voilà. Il y a la modernisation du NORAD. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que le NORAD. C'est une vieille histoire, le NORAD. C'est le commandement canado-américain de défense aérospatiale et maritime. Le NORAD, ça date de la guerre froide. Voilà. Et donc, on remet en œuvre le NORAD, on modernise de manière à ce que ce soit de nouveau opérationnel. Donc, bon, c'est une énumération. En fait, c'est un teasing pour cet après-midi. Parce que là, j'ai 10 minutes. Je ne sais pas où j'en suis d'ailleurs, mais... T'as largement dépassé. Ah ben voilà. Tu me dis camarade. Voilà. Donc, alors, je parle pas d'un tas de choses, hein, de l'achat de voies en Moldavie, enfin bon. Ça, ce sera plutôt cet après-midi. Donc, c'est plutôt un teasing pour cet après-midi. Donc, je vais conclure, en fait. Parce que la liste pourrait être longue. Bon. Donc là, il faut être conscient des choses, simplement. Ce qui est aberrant, ce n'est pas l'idée d'une troisième guerre mondiale, comme on disait tout à l'heure. Ce qui est aberrant, c'est d'en nier la possibilité, puisque tout est prêt. D'accord ? Au Pardem, on n'est pas des conspirateurs ou des provocateurs. Nous sommes sur ce plan avec d'autres d'ailleurs, hein, des lanceurs d'alarme. D'alerte. Je dis d'alarme, pas d'alerte, parce que pendant les guerres, on sonne l'alarme. La mobilisation et les préparatifs de guerre sont à ce point avancés, d'ailleurs, que l'antimilitarisme de la gauche, de l'extrême, enfin ce qu'on appelle de l'extrême gauche, des écologistes en particulier, a non seulement été refoulé, mais a été jeté aux orties, puisqu'ils votent tous
Jean-Michel en a parlé brièvement, mais ils votent tous pour l'envoi d'armes en Ukraine, par exemple, et ils soutiennent Israël dans le conflit israélo-palestinien. Bon. Donc, on n'a plus de grands mouvements anti-guerre. Mais on peut encore se battre pour la paix. C'est là où je remonte le moral, je le précise. On peut encore se battre pour la paix. On peut encore se battre pour la paix à condition de pouvoir, avec d'autres, de créer un mouvement anti-guerre. Voilà. Un large front anti-guerre ensemble. Parce que face à cette situation, nous ne sommes pas impuissants. Alors, bien sûr, nous serions extrêmement puissants si nous arrivions à changer de gouvernement et d'imposer un gouvernement, disons, dans le seul régime qu'on n'a pas essayé, un régime socialiste. Parce tu disais qu'on avait tout essayé. Non, on n'a pas tout essayé. Il en manque un. Voilà. Donc, en imposant un changement de régime et une réorientation économique et politique de la France, oui, nous serions beaucoup plus puissants. Mais en attendant, eh bien, il va falloir se battre contre la guerre. Voilà, j'ai terminé pour ce long teasing, diraient certains, mais je vous remercie de votre attention.